eu de façon informelle ou formelle sur ces mises à distance. Donc, je passe directement, en attendant vos constats, sur ce que j'ai pu récolter. Donc, c'est vraiment des constats qui sont non standardisés, hein. Les sources, elles ont été empiriques, c'est des observations directes, des retours d'étudiants, de collègues, d'enseignants, de parents et d'élèves, aussi ce qu'on a pu voir un peu dans la presse. Donc, du point de vue de l'école, j'ai distingué les constats du point de vue de l'école et du point de vue de la formation d'enseignants. Donc, dans l'école, avant, j'ai séparé après. Avant, donc juste qui ont décision a été prise. On a vu un petit peu ce mouvement, hein, comme ce monsieur de panique, il y a eu de la précipitation pour récupérer le matériel. C'est comme si on allait faire exactement comme avant, mais à la maison. Assez peu de coordination entre les directions, les établissements et les collègues, très peu de communication, très peu de collaboration, un petit peu dans la panique et la gestion d'urgence, chacun a fait dans son coin. Très peu d'interrogations sur quel est vraiment le but de l'école et le sens, qu'est-ce qu'on va faire. Et l'éthique ont été assez peu investies ou très peu analysées et dans un environnement didactique réfléchi. Donc, ce qu'on a vu dans le pendant, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas grave. La majorité qu'on a pu constater, c'est qu'ils ont reproduit le mode habituel de travail sur l'éthique. C'est-à-dire que l'éthique ont été utilisées vraiment comme support numérique des fiches habituelles, des programmes de travail habituels. On a vu un petit peu de transformation de tâches, mais une petite minorité. Et alors, au niveau d'éthique, vraiment des partages dans tous les sens, des démultiplications d'outils frénétiques, des applis, des classes virtuelles, des sites, c'est parti un peu dans tous les sens, ce qui a donné une impression de cacophonie et d'épuisement, ce qui a provoqué l'abandon d'éthique pour certains et de retour aux classiques fiches, même envoyées par la poste parfois. Beaucoup d'écarts creusés entre les élèves, quelquefois des qualités différentes, mais très peu. Et beaucoup d'élèves qui ont été perdus en route, et d'étudiants aussi. Un début d'amorce, par contre, ça c'est le positif, un début d'amorce de réflexion sur qu'est-ce que c'est l'école, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette école, et une volonté de changer, une prise de conscience de l'importance du feedback et du lien pédagogique. Et ça, c'est très important. Les tâches et les outils ne sont pas suffisants. Et puis après, donc c'est la troisième colonne, la dernière, on a énormément vu, dans la majorité des cas, un retour immédiat à la normale, entre guillemets, et la reprise des habitudes, c'est-à-dire des fiches. On laisse de côté l'éthique et l'utilisation créative d'éthique. La mise en place d'autres minorités a été le fait d'autres modalités, a été le fait d'une petite minorité. Et puis, il y a eu assez peu ou prou de retours réflexifs. On a refermé la parenthèse et on est retourné à la suite dans la majorité des cas, dans les classes, de ce que j'ai pu observer. Donc, à la suite de cela, je me suis un peu posé la question de la formation. Donc, par rapport à la formation, il y a eu quelques ébauches de réflexion sur l'e-learning. On a démarré l'hybridation un petit peu comme ça, au pas de charge, pas de formation. Les professeurs sont hétéroclitement coutumiers à la mise à distance et hétéroclite aussi, c'est la redidactisation. On utilise l'éthique de façon très aléatoire. J'essaye d'aller plus vite. Je mettrai à disposition ma présentation pour avoir tous les détails. Donc on a vu de notre côté dans ma haute école pédagogique un effort de soutien pour les enseignants. Donc on a créé un site, mais le problème c'est qu'on ne s'est pas appuyé sur les enseignants vraiment. On est parti de points de vue comme ça, détachés de la réalité, ce qui fait que ça n'a pas donné quelque chose de très pertinent et percutant. Une mise à distance des cours très aléatoire, en transposant la majorité des cas, ce qui existait déjà, en essayant de le passer en ligne tel quel. Très peu de collaboration aussi ici, et beaucoup d'étudiants en souffrance, en grande difficulté, en surcharge, dans un contexte qui était très difficile pour eux, et qui souffraient de la complexité, de la diversité des TIC utilisés, de la façon de les utiliser. Donc c'était un petit peu chaotique comme ça.
Après, donc on a assisté à une pléthore d'études et d'enquêtes qui ont démarré, mais peu de collaboration pour penser l'après. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on rebondit? Une espèce aussi de retour à la normale, avec cette fois-ci une mise à distance. Maintenant, on a tout passé à distance de façon systématique, mais sans qu'on y réfléchisse vraiment sur ce qu'on fait, quels outils on utilise et comment on les utilise. Beaucoup de formateurs épuisés et dans l'interrogation, quel sens on donne à tout ça? Super, merci pour le timing. Par contre, ce qui est positif, c'est le point en turquoise, c'est qu'on sent quand même, on voit des élans de changement. Maintenant qu'on a connu cette crise, qu'est-ce qu'on en fait, comment on rebondit de façon positive et constructive de ça. Alors, ce que je mets en lien de façon générale entre école et formation, c'est qu'il y a eu très peu de disruptivité, c'est-à-dire remélanger les cartes, vraiment qu'on veut pour la formation et pour l'école. La transposition didactique, elle a été très aléatoire, très peu de collaboration, très peu pensée. Ça a été fait vraiment un petit peu en urgence, au cas pour cas. Quelques bourgeonnements de questionnement, des idées un petit peu disruptives, mais très locales, très individuelles et très peu coordonnées, encore moins institutionnalisées. Et à partir de là, on peut constater que les TIC sont utilisés vraiment comme des supports du même. Donc on fait comme d'habitude, mais sur un support numérique, sans exploiter toute la créativité on pourrait dégager, le potentiel créatif. Et pour beaucoup, ils sont vécus aussi comme péjorant la qualité pédagogique, la qualité formative, qui tronquent la relation pédagogique. Ils ont été beaucoup critiqués dans ce sens-là. Et dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est beaucoup de souffrance, de ras-le-bol, d'épuisement, de perte de sens et de motivation, tant du côté de la formation que des élèves. Parfois, on constate aussi des rejets d'éthique et des abandons de formation. Alors, pour penser cela et aller un peu plus loin maintenant pour construire quelque chose en s'aidant de cadres théoriques, j'utilise pour ma part 3 cadres théoriques différents. Le premier, c'est vraiment la didactique en lien avec l'éthique. Alors, quid d'éthique en didactique? Eh bien, ce qu'on trouve, j'ai mis les références pour ne pas alourdir la présentation, je les ai mises en fin de présentation sous forme bibliographique, elles sont dans mon texte de résumé. Donc, ce que je trouve un petit peu dans les textes théoriques que j'ai parcourus, c'est que vraiment ce qui revient toujours, c'est que l'éthique ne sont que des outils. C'est donc vraiment l'usage et l'intention qui en font la pertinence ou non dans leur usage. Et la réflexion didactique primordiale qui doit être en amont des usages de TIC, c'est que s'agit-il d'apprendre? Pourquoi on veut apprendre ça? Et ça, c'est vraiment une question qu'on a un petit peu oubliée dans cette mise à distance précipitée. Comment on peut l'apprendre de façon optimale? Et la question que je propose aussi, c'est qu'est-ce que nous permettent l'éthique pour répondre à ces deux questions, ou alors pour les devancer, c'est-à-dire de modifier notre sens d'apprendre et notre façon d'apprendre. Qu'est-ce que les outils peuvent nous apporter comme plus-value? Et les points clés de la réflexion, c'est l'importance de la communication et des feedbacks quand on utilise l'éthique, quand on met une mise à distance de l'enseignement-apprentissage, l'importance du design du cours, plus que quel TIC on utilise, c'est vraiment le design du cours, les objectifs qu'on fixe, etc. Un type d'apprentissage qui va plutôt se diriger vers des scénarios ouverts, des apprentissages actifs, de la collaboration et une définition des enjeux d'apprentissage qui doit être vraiment claire en amont. Alors, effectivement, les temps changent, on l'entend depuis la nuit des temps. Merci. Mais le contexte habituel fait que les temps changent beaucoup plus vite, dans un contexte beaucoup plus labile, évolutif, imprévisible, on l'a vu, on doit savoir vraiment se retourner très vite, avec une complexité toujours plus grande. Et les savoirs dans ce contexte-là, dans l'éducation, les savoirs et les savoir-faire ne sont plus du tout fixes ni équivoques, ni univoques. Donc la nécessité pour répondre à ce contexte, c'est vraiment de pouvoir s'adapter, d'être réactif, d'être flexible, de pouvoir changer, mais tout cela avec un sens critique, c'est-à-dire pas s'adapter sans réfléchir dans l'urgence, mais d'être capable de ce sens critique. Et toutes ces capacités qui sont là en bleu ciel
sont des composantes intrinsèques de la créativité. C'est pour ça que je pose ce constat-là, qui est aussi issu d'un de mes précédents articles, c'est que former à la créativité et à l'innovation, ça devrait être des compétences transversales fondamentales dans l'enseignement-apprentissage, dans la formation des enseignants et à l'école, dans une perspective de développement durable. Et ça, on le retrouve dans les 4 C, donc dans les soft skills, plus particulier les 4 C, la collaboration, la communication, la créativité et le sens critique, la pensée critique. Et c'est ce qu'on a vu qui a manqué dans la mise à distance, des constats que je fais, en tout cas que je vous ai proposés, c'est ces 4 C qui ont beaucoup manqué et qu'on devrait, je pense, vraiment proposer dans la formation des enseignants. Alors, ce que je propose pour la suite, comment imaginer la suite à partir de ces observations, 2 axes. Institutionnaliser le changement, ça veut dire dans les hautes écoles, vraiment promouvoir les 4 C dans la formation à l'enseignement-apprentissage, former correctement à l'e-learning éthique, y compris à leurs limites et à leurs conditions d'usage optimales. Développer des connaissances sur l'usage d'éthique, mais en incluant les praticiens et les usagers, en se basant sur la pratique réelle, et promouvoir la collaboration, le partage d'outils et d'expériences. Surtout, le dernier point, développer une vraie réflexion de fond sur ce que c'est l'apprentissage, ce que c'est l'école aujourd'hui, la formation et les changements nécessaires. Absolument. Et le paradigme responsabilité sociale, citoyenne, etc. Le bien-être qui doit être compris aussi dans l'apprentissage et l'enseignement, la fluidité, le lifelong learning et les... Voilà, je ne développe pas pour respecter le timing. Questions, vos points de vue. Là, vous avez la graphie, si jamais, elle est dans le petit texte de résumé que j'ai mis en ligne, qui est sur le site, hein, si vous voulez retourner. Voilà. Ouf, j'ai respecté le temps.